Bonjour, bienvenue pour cette 23e capsule d'écologie intégrale, qui est en même temps la 12e de notre série des cœurs et des mains. À nouveau, je suis avec Anne-Catherine Kennedy, qui est chargée de programme à développement et paix pour l'Amérique latine. Et aujourd'hui, elle nous parle de la situation politique au Brésil. Je dois préciser qu'au moment où on a fait l'entrevue, les élections n'avaient pas encore eu lieu au Brésil, donc on ne savait pas encore si c'est Bolsonaro, qui était président ces dernières années, qui serait réélu, ou si c'est le président Lula qui serait de retour après bien des péripéties, dont quelques années en prison. Finalement, c'est le président Lula qui a été élu au mois d'octobre et qui entre en fonction au début de cette année-ci, 2023. Mais je pense que ce dont parle Anne-Catherine est encore tout à fait pertinent. Ça nous montre les défis qu'aura à relever le président Lula. Si Lula gagne, c'est sûr que ce ne sera pas la panacée parce que ça ne l'a pas été avec lui la première fois. Il a été candidat en 2002, il a commencé son premier mandat en 2003. Il y a eu 2 mandats de 4 ans. Et les mouvements, surtout de la réforme agraire et nos partenaires comme le CIMI et la CPT qui défendent les Autochtones et les paysans et les peuples traditionnels ruraux ont été pas mal déçus des 2 mandats de Lula et encore plus du mandat de Dilma. La présidente qui était aussi du même parti que Lula, du PT. Mais c'est parce que les gens s'attendaient à des grosses réformes agraires, à des grosses réformes énergétiques, à des grosses réformes où on allait vraiment redistribuer les richesses au Brésil. Et c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a enrichi énormément les pétrolières, les minières, les banques, mais on a créé des programmes et aussi certaines lois qui défendent et protègent les intérêts et les communautés et les territoires des ruraux et des plus pauvres. Et ça, on a perdu tous ces progrès-là, on les a perdus avec Bolsonaro. Ces programmes-là ont été définancés, les instituts publics qui protègent l'environnement ou qui protègent les Autochtones ont été ou bien définancés ou bien des gens complètement anti de ces missions-là ont été mis au pouvoir. Donc, des personnes les plus puissantes à la tête de l'Institut national pour défendre les Autochtones ou défendre leurs droits. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'estime pour les Autochtones et croient que les Autochtones devraient quitter leurs territoires ruraux et devenir des citadins et arrêter d'être un peu des arriérés de l'ancien temps et que les Autochtones doivent se moderniser. Donc, les instituts publics pour défendre et protéger les plus pauvres, souhaitent que ces pauvres-là cessent de militer pour leurs droits et cessent de défendre et de vouloir exiger la défense de leur territoire et d'exiger que l'État les protège. C'est bien bizarre comme situation. Donc, on a les instituts publics qui ont été définancés et qui sont dirigés par des personnes qui ont des intérêts du côté de l'agro-industrie, du côté des minières, du côté des grandes puissances. Et en même temps, on a des citoyens qui sont vraiment d'extrême droite, qui veulent s'accaparer les territoires de ces paysans ou de ces autochtones ou de ces peuples traditionnels. Ils veulent extraire les richesses et qui agissent avec violence contre ces communautés-là et essaient de les déplacer. Et ils se sentent encouragés de le faire par leur président, par des speeches qu'il donne. Il dit que les gens doivent se prendre en main, que lui, il appuie complètement, par exemple, l'extraction minière sur les territoires autochtones. Donc, les gens qui veulent faire ça sentent que leur président leur a presque donné le mandat d'aller faire ça. Et des fois, c'est des expulsions violentes, il y a des assassinats, des attentats. C'est une situation qui est vraiment dangereuse et difficile pour nos partenaires. Surtout, je dirais, dans la ruralité brésilienne, là où la police est moins présente, là où il y a moins de caméras, moins de gens qui vont pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, quoi qu'on voit qu'il y a aussi énormément de violence contre les pauvres dans les bidonvilles aussi à Rio ou à Sao Paulo ou ailleurs, et ça se passe devant des caméras et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui sont le public de ça. Mais la ruralité, elle est moins protégée, elle est plus isolée.
il se passe beaucoup de choses qui ne se rendent pas dans les médias de masse et des pastorales avec lesquelles on travaille depuis beaucoup d'années, comme le CIMI, qui défend les Autochtones, essaie de mettre dans les nouvelles, essaie d'attirer l'attention du public brésilien et international sur la hausse vraiment incroyable de cas de violence contre les communautés autochtones au Brésil depuis le début du gouvernement Bolsonaro. Donc, si jamais Bolsonaro ne gagne pas et si jamais Lula gagne, on s'attend au moins à ce que les gens d'extrême droite qui agissent avec violence contre les communautés rurales et urbaines là, vont au moins se sentir moins encouragés d'agir de cette façon-là. Et on espère aussi que l'État va répondre et réagir pour criminaliser, enfermer et ces gens-là et pour aussi protéger. Donc, il y a plusieurs choses qui risquent d'arriver avec Lula. On espère que si Lula gagne, que l'État va faire son devoir de protéger les gens les plus démunis au Brésil et que certainement l'État va arrêter d'encourager les gens d'agir avec violence contre ces communautés-là. Puis on espère que les différents instituts publics vont retrouver leur financement et vont pouvoir activement protéger et défendre les droits territoriaux des communautés. Donc, ça risque de changer beaucoup. On risque de passer d'une phase vraiment, vraiment triste et désolante avec énormément de violence et je ne veux pas dire beaucoup de découragement, mais c'est quand même long. C'est beaucoup d'années dans des conditions vraiment très difficiles, à une période où au moins l'État ne sera plus complice de la violence. Et on espère que Lula va revenir avec certains programmes pour renforcer la réforme agraire, pour faire plus d'homologation de territoires autochtones, pour encourager l'agriculture paysanne, l'agroécologie, pour aider avec des financements pour des coopératives de production puis de transformation d'aliments qui sont faites par les paysans ou par les peuples traditionnels, le caoutchouc en Amazonie brésilienne. Ce serait intéressant qu'on puisse le transformer, qu'on puisse vendre des gants, par exemple, pour faire la vaisselle ou des pneus, peut-être pas pour des autos, mais bon, on verra là, mais ce serait intéressant de pouvoir non seulement protéger des extractivistes traditionnels dans leur territoire, mais de les aider à avoir des débouchés pour qu'ils puissent vendre ce qu'ils produisent. Il y a des marchés de café équitable, de sucre équitable, de thé équitable, de toutes sortes de produits. Ben, il y a aussi du caoutchouc équitable. On pourrait encourager ça.